Nous sommes de retour sur le plateau de TU Finance, il est 9h28, nous sommes le 2 septembre 2022 et à cette heure précise, le CAC poursuit son rebond technique observé à l'ouverture puisqu'il prend 0,73% à 6078 points. Je suis désormais avec Éric Galliègue, Éric est président de Valcan Expertise et qui va dresser pour nous un bilan de la semaine écoulée, un bilan pas très glorieux, j'ai l'impression, Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Oui, bilan négatif, bien sûr, puisque à la suite donc, de l'échec sur la moyenne mobile 1 an, le CAC 40, l'Eurostoxx et le S&P ont baissé donc, de 5 à 7% suivant les indices. Donc c'est un retournement pour la deuxième semaine consécutive. Depuis le 20 août, le marché s'est retourné. L'euro a lui aussi baissé. On est repassé à nouveau sous la parité avec une baisse donc, de 0,4% sur la semaine, donc une baisse relativement limitée, mais surtout près de 16% sur un an pour l'évolution de la parité euro-dollar. Ok, la monnaie unique qui se fait attaquer de toutes parts. Évidemment, les investisseurs considèrent que le risque de récession est plus important en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on file aux États-Unis à Kansas City exactement, puisque la semaine dernière, en fin de semaine dernière, a eu lieu le Stand-Optium de Jackson Hole, au cours duquel Jérôme Powell s'est monté extrêmement agressif vis-à-vis de l'inflation. Il a été même jusqu'à dire que les ménages et les entreprises allaient souffrir. Oui, c'est un changement de ton qu'on avait un petit peu anticipé, qui avait déjà commencé depuis quelques mois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est habitué depuis très longtemps, depuis en fait une quinzaine d'années, à un ton de banquier central extrêmement différent. Donc c'est vrai que c'est un événement majeur. Alors le symposium annuel de Jackson Hole a servi, je dirais, un petit peu d'événement ou d'occasion pour M. Powell pour exprimer clairement dans un discours court, clair et précis, pour dire qu'en gros il est prêt à sacrifier la croissance pour lutter contre l'inflation. Donc c'est un langage extrêmement nouveau. C'est peut-être l'événement de l'année. De mon point de vue, puisque ça montre que les taux vont continuer de monter, même si la conjoncture se retourne, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore aux États-Unis. On n'en est qu'à repérer des indices de retournement sur des indicateurs avancés. Mais sur les données dures, comme on dit, on n'a pas vraiment de signal très négatif. On a même eu, on le verra ensuite, des signaux plutôt positifs. Ouais, c'est ça, des signaux plutôt positifs. Alors pareil, on se posera quand même la question, mais effectivement, l'inflation aux États-Unis est passée de 9,1, je crois, à 8,5 en août ou en juillet. Enfin donc bref, la tendance est plutôt baissière. Donc certaines informations, le marché du travail tient encore, donc il y a quand même pas mal de données qui sont plutôt positives, dont la confiance des consommateurs américains qui est en hausse. Justement, et effectivement, c'est cette good news qui est en train de devenir une bad news, cette confiance du consommateur. Donc on a passé très vite sur l'inflation. On y reviendra après. D'accord. Donc la confiance du consommateur qui s'est redressée, un petit peu contre toute attente. Le consommateur américain qui reste optimiste, comme le montre cet indicateur du Conference Board. On peut y relier un certain nombre d'autres indicateurs qui sont positifs aux États-Unis, le marché de l'emploi. Il y a bien sûr ce sujet, cet indicateur qui va être publié aujourd'hui, très important sur donc les créations d'emplois, bien sûr. Et donc on a le sentiment que l'économie américaine, sur les données dures ou les données, je dirais, du présent, semblent montrer finalement des éléments de résistance. Bonne nouvelle pour la croissance, mauvaise nouvelle pour les taux, puisqu'effectivement cela confirme que M. Powell n'a pas fini de monter ses taux. Qui n'a pas fini de monter ses taux. On bascule en Europe et l'inflation qui est record, qui a atteint 9,1% au mois d'août, c'est du jamais vu. Alors, c'est du jamais vu sur l'historique d'Eurostat. Donc, c'est effectivement 9,1, c'est un petit peu plus que le mois précédent, un petit peu plus aussi que qu'attendaient les professionnels. C'est impressionnant en soi. On sait très bien que les 2/3 de l'inflation, au moins les 2/3 sont transitoires, sont liés à des effets de base et à l'énergie. Donc il ne faut pas se tromper d'indicateur. Celui-là, évidemment, est impressionnant et les marchés aiment bien suivre beaucoup d'indicateurs. Mais ce qui compte, c'est le core CPI, c'est l'inflation de base. C'est-à-dire dépouiller des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Et du tabac. Des prix alimentaires qui est toujours entre 4 et 6%, suivant l'Europe et les États-Unis, et qui est la vraie inflation. Donc c'est ça le sujet. Le sujet n'est pas forcément
de suivre à très court terme cet indicateur qui est volatile et qui va baisser, on le sait, il va baisser par des effets de base. Si la base va remonter, on le sait dans le futur, la base va progresser de 1 mois à chaque mois, et donc on sait très bien qu'on va avoir un phénomène de base qui va faire que l'inflation va baisser. Parce qu'elle est. Alors les effets de base, c'est un effet, comment on pourrait l'expliquer, c'est le fait, par le calcul, c'est-à-dire qu'à un moment, la référence est si haute que logiquement, la donnée observée va baisser. Oui, la variation. La variation va être négative. Voilà, la variation va évoluer, les prix vont toujours progresser, mais d'une façon bien moindre, notamment parce que le prix du pétrole, il suffit de regarder un graphique des cours du pétrole pour voir que le prix du pétrole a commencé à progresser assez rapidement à partir de l'été dernier, l'été 2021. Comme les variations annuelles sont calculées à partir d'une base qui date d'1 an par définition, toujours, ouais. Voilà, si on remonte cette base, forcément la variation est plus petite. Donc évidemment, ce chiffre-là est plutôt négatif, cette inflation apparente. Le vrai sujet, c'est de savoir où va atterrir l'inflation après cette marche d'escalier, une fois que cette marche d'escalier sera passée. Donc c'est vrai que c'est ça le sujet. C'est le sujet, et également, du coup, ça va inciter la Banque Centrale Européenne à relever ses taux directeurs également. Alors, a priori, on part sur 75 points de base, la probabilité calculée par les analystes désormais est de l'ordre de plus de 2 tiers, 70% estiment que ça va être relevé à 75 points de base. Donc, pareil, ça aura un effet direct sur l'économie réelle, sur les taux longs. Donc, alors oui, c'est indépendant finalement de cette inflation record. Le relèvement des taux en septembre va concerner et la Fed et la BCE, donc pour probablement 0,75 points de base. À nouveau, le sujet, c'est pas de savoir ce qui va se passer en septembre. On sait que très bien que les taux vont monter. C'est combien de temps encore ça va durer, jusqu'où ça va aller. On parle de 4% aux États-Unis pour les gouverneurs, enfin pour les présidents de Fed régionales les plus, je dirais, au quiche, donc les plus durs. Donc 4%. 4%, c'est important, puisque le CBO, dans ses prévisions de taux d'intérêt, le Congressional Budget Office, attend 3,5% pour la période actuelle, puis 4, puis 4,5% pour les décennies suivantes, puisque le CBO fait des prévisions à 30 ans. Donc ça montre que les taux sont quand même durablement à des niveaux plus élevés, significativement plus élevé que ce qu'on a connu depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, on va finir votre sélection de news par Gazprom. Gazprom qui a annoncé mercredi couper ses approvisionnements à destination de l'Europe. C'est effectif depuis hier. Évidemment, j'imagine que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous montre bien que la Russie reste agressive et belliqueuse vis-à-vis de l'Europe. Pour Engie, c'est un cas évidemment gênant. Pour l'Allemagne, ça serait beaucoup plus grave. Donc on sait très bien que pour cet hiver, comme je le dis depuis plusieurs mois, cet hiver 2023, converge l'ensemble des risques et notamment les coupures de gaz. Alors peut-être qu'il n'y aura rien. Bon, les réserves stratégiques de gaz de la France et de l'Allemagne notamment, puisque c'est les deux pays qui ont communiqué dessus, les autorités locales sont plutôt confiantes pour dire que d'ici novembre, normalement, à peu près 100% des stocks seront remplis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut peser de façon optimiste sur la future, sur la prospective? Il y a des déclarations rassurantes qui sont faites par les uns et les autres, même par notre président lorsqu'il était en Algérie. Donc oui, je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Il faut compter sur les efforts que les Français pourront faire pour limiter leur consommation. Mais on sait très bien que c'est compliqué, que les Français ne sont pas très disciplinés, c'est pas nouveau. Je ne suis pas sûr qu'ils vont effectivement baisser de 2 degrés la température dans leurs appartements ou leurs maisons. Écoutez, on verra. On verra bien. Je vous remercie Eric pour cette sélection d'actualité de la semaine. Avec cette matière, quelle est votre synthèse? La synthèse est à nouveau négative, donc malheureusement, je cherche des nouvelles positives, je n'en trouve pas. Alors, il y a effectivement 2 nouvelles négatives sur le front monétaire. L'inflation qui continue de rester élevée en Europe et le discours très agressif effectivement de M. Powell. Donc -2 sur la sphère monétaire, et puis en termes économiques un regain positif de confiance du consommateur, ce qui est plutôt
positif dans l'absolu, donc c'est positif bien sûr. Et puis Gazprom qui coupe le gaz à Engie, ce qui est négatif. Donc au total -2, donc une semaine à nouveau négative sur le front de la mesure du risque global de l'investissement en actions. Ouais, très clair. Et puis de toute façon, alors si on aurait pu en citer d'autres, hein, il y a le reconfinement en Chine, il y a les PMI qui sont catastrophiques un peu partout aux quatre coins du monde. Oui, on s'est arrêté là. Ouais. Donc bon, du coup, j'imagine hein, que pour vos recommandations d'investissement, vous préconisez à la sphère des investisseurs de rester à l'écart du marché action, des marchés actions pour le moment. Il faut rester à l'écart, on le dit depuis près d'un an, hein, depuis octobre 21, comme le montre le graphique, hein, depuis près d'un an on est à 0 action, parce qu'on considère qu'effectivement la tendance lourde est négative. Alors on peut avoir des bear market rally, on en a eu un cet été, du 5 juillet au 20 août, on en a eu un du 8 mars jusqu'au courant avril, on le voit sur le graphique. Donc c'était le deuxième bear market rally qu'on a vécu. Il y en aura probablement d'autres. Peut-être va-t-il commencer à 5008, qui est l'objectif, me semble-t-il, de la phase baissière actuelle. En septembre, on va direct sur 5009, 5008. Et là, il va falloir y avoir une bagarre entre les stagflationnistes et les tenants de l'hyperliquidité. Donc c'est là qu'on verra, mais bon, on verra. Mais en tout cas, évidemment, nous sommes toujours à 0 action, enfin au minimum d'actions dans les portefeuilles aujourd'hui. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et qu'on vous retrouve sur notre plateau tous les vendredis matins. On marque une ultime pause et ce sera l'heure de notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.